Bonjour et bienvenue dans votre émission Mandarin TV Débat. Le conflit israélo-palestinien s'intensifie et la situation devient de plus en plus dramatique sur le plan humain. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur ce conflit sous l'angle juridique et géopolitique avec Patrick Pazin, éditeur et géopoliticien. Patrick Pazin, bonjour. Bonjour Camille Chen. Merci d'être avec nous. Alors, que dit le droit international ? Alors, vaste question. Déjà, si on se réfère aux textes les plus anciens, donc la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'ONU, le paragraphe 3 du préambule dit que s'il n'y a pas de droit accordé aux hommes, en recours suprême, ils peuvent se révolter contre l'oppression et la tyrannie. Ou plutôt, en fait, c'est dans l'autre sens, contre la tyrannie et l'oppression. Donc, les Gazaouis peuvent se référer à ce préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme en disant « nous sommes oppressés, nous sommes tyrannisés, donc nous avons le droit de nous révolter ». Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et je pense la plus importante au moment où il y a des milliers de morts, donc des milliers de morts du côté d'Israël, enfin 1300, à peu près 1300 morts israéliens, et nous en sommes, selon les informations de l'autorité, enfin du Hamas, à plus de 7000 du côté palestinien, dont près de la moitié sont des enfants, puisqu'on sait que la population de Gaza est presque à 50% des jeunes. Et donc en fait, il est question évidemment en termes de droit, de crimes de guerre, parce que en droit international, la notion de terroriste ou de terrorisme n'existe pas. On ne trouve pas ce mot ni dans la Charte des Nations Unies, ni dans le statut de Rome qui a institué la création de la Cour pénale internationale. Il n'y a pas le mot terrorisme. En revanche, il y a le mot crime de guerre. Et c'est d'ailleurs l'article 8 du statut de Rome, donc qui a créé la Cour pénale internationale, la CPI, donc qui est intitulé crime de guerre. Et incontestablement, ce qu'a fait le Hamas en tuant des civils israéliens est un crime de guerre, ça c'est incontestable. De même, de prendre des otages est aussi considéré comme un crime de guerre. En fait, c'est interdit par le droit international. Et de l'autre côté, évidemment, ce que commet Israël actuellement, ce sont des crimes de guerre monstrueux, qui sont interdits par, alors non seulement par la CPI, enfin le statut de la CPI, la Cour pénale internationale, donc l'article 8, dont d'ailleurs, par exemple, il y a dans cet article 8, il y a 29 paragraphes. Il y en a au moins une dizaine qu'Israël est en train de violer, notamment par exemple le paragraphe 25, il est absolument interdit d'affamer une population. Alors on pourrait dire que oui, mais la Cour pénale internationale ne s'applique pas dans ce cas-là, car Israël n'a pas signé le statut, n'est pas membre de la CPI. Néanmoins, il y a des textes plus anciens, notamment les conventions de Genève de 1949 sur le droit de la guerre, et particulièrement les deux protocoles, et notamment le protocole 1, le premier protocole de 1977, donc qui stipule très clairement, donc ça c'est les articles 48 à 56, que aucune armée ne peut s'en prendre à des populations civiles, ne peut attaquer des infrastructures dont les populations ont besoin, ne peut détruire des monuments historiques. Or, on l'a vu, c'est ce qu'a fait l'armée israélienne. Donc, en fait, il y a non seulement l'article 8 du statut de la CPI qui définit les crimes de guerre, et donc là, incontestablement, il y en a eu des deux côtés, sauf que ceux d'Israël continuent. Et, alors je ne dis pas que le Hamas ne fait rien, mais la proportionnalité de ce qui se passe actuellement n'a pas de sens. Enfin, ils sont en train
de procéder à ce qui s'appelle une épuration ethnique. Enfin, on a même vu des responsables de l'ONU parler d'épuration ethnique. Et quand on demande à une population, à 1 million, alors la population de Gaza, c'est un peu plus de 2,2 millions, mais quand on demande à la partie nord, c'est-à-dire à peu près 1 million de personnes, de quitter le nord pour aller vers le sud, en sachant qu'ils ne peuvent pas sortir de Gaza, qu'il n'y a pas d'endroit, oui, là on entre dans l'épuration ethnique. On entre dans la définition de l'épuration ethnique. Donc en fait, pour terminer sur cette question de droit, alors, il y a un autre aspect, justement, là c'est l'article 31 du statut de Rome de la CPI, qui dit qu'en fait, la responsabilité pénale de commettre un crime de guerre peut ne pas être retenue en cas où c'est pour prévenir une menace grave, attentatoire à la vie. Donc, ça c'est notamment l'article 31, c'est les paragraphes C, mais surtout D. La façon dont c'est rédigé, vous voyez, on donnera raison le droit ne donne raison ni aux uns ni aux autres. Le droit dit voilà. Quand on lit ces articles et que j'entends la présidente de l'Assemblée nationale française dire qu'Israël a le droit de se défendre, oui, Israël a le droit de se défendre. Ça, c'est la Charte des Nations Unies, il n'y a aucun doute, mais pas n'importe comment. En fait, c'est comme si... alors, je vais pas qualifier, mais soit elle ne connaît pas le droit international, et comment peut-elle être présidente de l'Assemblée nationale ? Comment peut-elle ne pas connaître le fait qu'on n'a pas le droit de couper de l'eau, couper l'électricité, détruire des hôpitaux, même si peut-être qu'un des hôpitaux a été détruit par une roquette palestinienne. Je n'entre pas dans ce débat. Mais elle ne peut pas ignorer, en tant que président de l'Assemblée nationale, donc responsable des lois, du législatif, elle ne peut pas ignorer les protocoles additionnels des conventions de Genève, elle ne peut pas ignorer l'article 8 de la CPI, c'est pas possible. Donc ce n'est pas honnête. Et en plus... Pourquoi cette déclaration alors, dans ce cas-là ? Ben, ça c'est une vraie question, il faudrait lui poser la question, puisqu'après tout, moi je n'ai pas sa réponse, mais ce qu'il y a c'est ce que j'allais ajouter, c'est que de toute façon, ça ne peut pas conduire vers la paix de prendre de telles positions. Et le rôle de la France dans tout ça alors ? Quand on voit que le président Macron, quand il est allé en Israël, a fait une déclaration devant... Netanyahou en disant que le Hamas c'est un groupe terroriste, il faut le combattre avec la plus grande fermeté et que la France apporte un soutien ferme à l'Israël. Qu'est-ce que vous pensez de la position du président Macron ? Déjà, je vais être un peu critique. Déjà, avant de partir, il a dit qu'il allait discuter de la création d'un État palestinien. Alors, création d'un État palestinien, l'OLP, la Palestine, a annoncé le 15 novembre 1988, ça va faire 35 ans dans 3 semaines, la création de l'État de Palestine. L'État de Palestine est, depuis 2011, a adhéré à l'UNESCO, et en 2012 a adhéré à l'ONU en tant qu'État observateur non membre. Évidemment, tant qu'il y aura les États-Unis au Conseil de sécurité et leur veto, plus l'Angleterre, il y a peu de chances que l'État palestinien devienne un nouveau membre de l'ONU. Mais néanmoins, ils sont entrés comme État observateur non membre. Donc, quand le président Macron annonce qu'il va aller discuter sur la création d'un État palestinien, non. Quand ensuite il dit qu'il faut recréer une coalition internationale comme celle qui a vaincu Daesh, alors je ne sais pas s'il est bien informé, mais dans la coalition qui a vaincu Daesh, il y a les Russes, il y a le Hezbollah en Syrie,
Il y a les mouvements populaires Hachal Shabi en Irak. Et les témoignages, les rapports montrent plutôt que les États-Unis et d'autres ont plutôt agi en soutien de Daesh. C'est quand même très étonnant qu'un groupuscule comme ça puisse se retrouver avec autant de moyens, autant d'armes, puisse construire, on l'a vu dans l'affaire Lafarge, puisse construire des kilomètres et des kilomètres de tunnels souterrains, etc., sans un appui majeur. Donc maintenant, quel rôle peut jouer la France? Alors avec ce président-là, pas grand-chose, puisque à partir du moment où les plus hautes autorités de l'État prennent inconditionnellement la défense d'Israël, et puis ce que j'ai trouvé très moyen, c'est que Emmanuel Macron dit une chose quand il est en Israël, et puis quand il s'en va, il dit il faut arrêter la colonisation. Pourquoi tu ne l'as pas dit en Israël? C'est aussi une critique. Oui, mais dans ce cas-là, il fallait le dire. Ouais. Et moi, personnellement, ça me dérange quand j'entends un président dire « cher Bibi ». Je trouve que c'est une proximité qui est malvenue à un moment comme celui-là, où il y a des milliers de gens qui sont morts des deux côtés et qui continuent de mourir, parce qu'il y a aussi des Israéliens qui continuent de mourir. Hein. Enfin, je veux dire, il y a encore des roquettes qui volent. Et puis on voit le Hezbollah a commencé quelques opérations, donc on sait qu'il y a des soldats israéliens qui sont morts, hein, et il y en a d'autres qui vont mourir. Donc quand je l'entends dire « cher Bibi », je trouve que c'est la même. Je trouve c'est la même énergie que quand il est vis-à-vis de chefs d'État africains plus âgés que lui. Ça témoigne d'une proximité malsaine, et en tout cas qu'il l'évacue de toute possibilité de pouvoir peser, parce que. À la limite, je ne vais pas me référer à lui, enfin si, je vais me référer à lui, Jacques Chirac avait une politique arabe. Il pouvait être entendu, il pouvait être écouté même. Là, ce que dit la France, c'est devenu, ce que dit, oui, la France, puisque c'est le président qui parle, la France est inaudible. Et la Chine dans tout ça? Alors, évidemment, les États-Unis ne lui laisseront pas le beau rôle en Israël, ça c'est impossible. D'ailleurs, vous le savez très bien, le port de Shanghai, qui voulait acheter le port d'Haïfa, qui est le principal port économique, mais qui a aussi un volet militaire, les États-Unis ont fait pression pour que ce ne soit pas le port de Shanghai. Alors, le port de Shanghai a néanmoins construit un terminal, mais en 2021, quand il a été question que le port de Shanghai rachète le port d'Haïfa, les États-Unis ont fait de telles pressions sur Israël, et puis ils versent de telles sommes à l'État hébreu que finalement, vous avez vu, c'est en avril 2023, donc cette année, que finalement c'est un conglomérat indien qui a racheté pour 70% le port d'Haïfa et 30% pour une société israélienne. Donc la Chine, en fait, pour moi, elle peut quand même jouer un rôle diplomatique, un rôle militaire, nous allons en parler, et un rôle humanitaire. Alors, rôle diplomatique d'abord? Diplomatique d'abord parce que la Chine a réussi l'exploit de rapprocher l'Iran et l'Arabie Saoudite. Waouh. Ça a été un facteur de paix majeur. Donc ça veut dire que, et je n'ai pas en mémoire d'exemple, mais je peux me tromper, où la Chine ait pris un tel rôle sur le plan international. Évidemment, ils ont soutenu pendant la guerre de Corée, de la Corée du Nord, etc. Mais c'était pas... Là, on était dans une situation de guerre. Là, on est vraiment dans une... donc, ils ont rapproché l'Iran de l'Arabie Saoudite. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent discuter avec les différentes parties. Ou en tout cas, avec différentes parties. Parce qu'en plus, la Chine est quand même un investisseur important en Israël.
Donc, je disais effectivement, le port de Shanghai est construit un terminal, mais les Chinois, la Chine, a fait bien d'autres investissements en Israël. Donc l'intérêt de la Chine, c'est d'avoir un État hébreu prospère. Et il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas aussi une population arabe prospère. Ça veut dire que la Chine va continuer à jouer les médiateurs. En fait, elle est limitée parce que les États-Unis ne permettront pas à Israël, et Israël, du coup, ne permettra pas à la Chine de jouer un rôle majeur, sauf s'ils sont au bord de l'implosion. Et rien ne dit qu'elle ne va pas venir. Je rappelle que Jacques Attali a dit, et c'est ce que j'ai écrit dans le livre que je n'ai pas terminé, que oui, là, et c'est pas le seul d'ailleurs, hein, même en Israël, d'abord il y a des juifs qui sont opposés aux sionistes. Parce qu'en France, on criminalise en disant si on est antisioniste, on est forcément antisémite. Mais je veux dire, ça n'a pas de sens, puisque on voit, moi je suis abonné à de nombreux, et je vois des juifs orthodoxes qui ne supportent pas cet État sioniste. C'est le mot qu'ils emploient. Mais on l'a vu à New York aussi. Vous avez vu les juifs qui ont manifesté au Congrès. Vous avez vu ben oui, parce que ces massacres sont commis en leur nom. Et donc, quel va être après, il se passera quoi? Quelles vont être les conséquences pour les quelques millions, les 20 ou 25 millions de juifs dans le monde? Alors, revenons au rôle de la Chine sur le plan militaire maintenant. Sur le plan militaire, en fait, les États-Unis ont envoyé des bateaux de guerre en Méditerranée, au large d'Israël. Là, ils viennent de déplacer des F-16 des États-Unis vers une base de Londres. Donc, ça veut dire qu'ils se rapprochent. Ça veut dire qu'effectivement, les F-16 peuvent décoller de l'Angleterre, tirer leurs missiles au-dessus de la Méditerranée et puis repartir en Angleterre. Or, le fait que la Chine, l'armée chinoise, ait envoyé des bateaux de guerre, 6, je crois. 6, enfin, c'est ce qui est annoncé, ça n'est pas rien. En plus, ils ont dessus des missiles, certains sont équipés de missiles qui peuvent envoyer par le fond un porte-avions américain. Donc, je trouve c'est très intéressant que justement que les États-Unis savent qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi non plus. Parce que, en fait, quel est l'objectif du gouvernement israélien? C'est quoi? Là, on en est à 7000 morts, peut-être 8000 ce soir, 10 000 à la fin du week-end. Et c'est quoi? C'est tuer 2 millions de personnes? Parce qu'on en fait quoi de ces 2 millions de personnes? L'Égypte n'en veut pas. Et de toute façon, elle ne peut pas les accueillir. Donc on fait quoi? Et à une époque, il y avait un plan que moi je trouvais sage. C'était de transformer la bande de Gaza, globalement, en une nouvelle forme de Dubaï. En fait, quand on crée de la richesse, en général, je dis bien en général, alors peut-être pas la première génération, mais au moins la deuxième génération a moins envie de faire la guerre. Et d'ailleurs, on le voit sur la jeunesse israélienne. La jeunesse israélienne, alors ok, elle a un service militaire à faire. D'ailleurs, j'ai vu des chiffres sur le suicide au sein de l'armée israélienne qu'on peut comprendre. Mais la jeunesse israélienne, elle pourrait vivre une vie dorée. Enfin, je veux dire, à Tel Aviv, c'est les plages, ça pourrait être la Dolce Vita, enfin, je veux dire, la belle vie. Enfin, ce pays pourrait avoir tout. En plus, il y a de l'éducation, enfin, ils ont des ressources, et en fait, on voit ce qu'ils en font. Donc, je reviens à ma question tout à l'heure sur le plan militaire. Rôle de dissuasion. Un rôle de dissuasion. Dissuasion, hein. Oui, c'est-à-dire qu'on est là, on ne permettra pas que vous attaquiez l'Iran. Tout à l'heure, on a évoqué le rôle diplomatique de la Chine, après le rôle militaire de la Chine. Oui. Le troisième, c'est... Humanitaire. Humanitaire, bien sûr. Voilà. D'ailleurs, pourquoi?
rien n'a été parachuté en termes d'eau, de vivres, à la population palestinienne. Il n'est pas nécessaire de poser des avions. De toute façon, on ne peut pas poser d'avion, on peut pas réellement poser d'avion à Gaza. Enfin, voilà. Mais on peut parachuter des vivres, des médicaments. Tous les pays occidentaux, la Russie, la Chine, ont des stocks de secours, justement, pour leurs nationaux ou à l'étranger intervenir en cas de crise grave. Tous les pays ont la Russie intervient régulièrement. On l'a encore vu avec les derniers tremblements de terre au Maroc, en Turquie et dans d'autres zones. Là, il y a... Et c'est vrai que je considère que la position de l'Occident est grave, elle est monstrueuse, de laisser se perpétrer cette épuration ethnique. J'ai employé le mot, ça devient un génocide. C'est pas acceptable. Et effectivement, d'avoir voté à l'ONU contre l'émotion sur la résolution sur un cessez-le-feu, puis en plus, je le disais, mais ça va s'arrêter quand? À combien de morts ça va s'arrêter? Dernière question, est-ce qu'on va vers la Troisième Guerre mondiale? Ah, ça c'est pour moi, on n'en a jamais été aussi près. On n'en a jamais été aussi près. Parce qu'en fait, Israël a annoncé qu'ils allaient faire leur intervention terrestre. Ça va être un massacre des deux côtés. Et le Hezbollah a annoncé que de toute façon, s'il y a une intervention terrestre à Gaza, ils interviendront. L'Iran ne laissera pas faire. Donc, les États-Unis, que vont-ils faire avec leurs bateaux de guerre? Mais les Russes, vous l'avez entendu, Vladimir Poutine a annoncé qu'il avait demandé à ses forces aériennes de patrouiller au-dessus de la mer Noire en rappelant qu'ils ont des missiles Kinjal qui sont hypersoniques et qui peuvent envoyer par le fond les bateaux de guerre américains. De l'endroit où ils sont, ils peuvent les atteindre. Donc, est-ce qu'on est dans la même situation qu'avant la guerre de 14-18? En tout cas, on en est très proche. Et donc, c'est pour ça que je pense que là, ceux qui peuvent sauver le monde aujourd'hui, et ça c'est sûr, le monde leur en sera reconnaissant, en tout cas tout de suite, c'est les réservistes israéliens, c'est la population israélienne en disant on ne veut pas de ce dirigeant-là. Parce que déjà, on a eu 1300 morts, et ça n'est pas fini. Parce qu'aujourd'hui, le mythe de l'invincibilité de Tsahal, c'est un mythe. C'était vrai en 67, ok, elle a prouvé combien elle était supérieure à la coalition arabe. Alors c'est vrai qu'elle avait attaqué, le premier soir il n'y avait quasiment plus de forces aériennes égyptiennes, donc évidemment, mais c'est l'existence, c'est la survie de l'État d'Israël qui est en jeu là actuellement. Et s'ils veulent s'en sortir, je pense qu'il faut d'abord évacuer leurs dirigeants.